Au cas où tu ne le saurais pas, dans la vie, il y a ceux qui jugent et ceux qui réfléchissent. Et pour être totalement franc, tu dois savoir que 90% des gens jugent, pendant que seuls 10% des gens réfléchissent. Et ne te méprends pas, ce n'est pas une affaire d'être intelligent ou bête. Ça n'a strictement rien à voir. Le fait de réfléchir, autrement dit, regarder le réel, non pas avec son cœur, mais plutôt avec son cerveau, c'est une affaire d'apprentissage. Ce n'est pas inné, ça s'apprend. C'est comme une voiture. Le cerveau, c'est comme une voiture. Ce n'est pas parce que tu la possèdes que tu sais la piloter. Tu dois apprendre à la piloter. Tout comme tu dois apprendre à piloter ton cerveau. Ça s'appelle apprendre à réfléchir. Et si tu veux faire partie des personnes qui réfléchissent et qui, par conséquent, peuvent accéder au bonheur, dans la mesure où le bonheur rime avec sagesse et donc avec réflexion, tu es au bon endroit. Je vais te délivrer 2-3 clés méthodologiques, en plus de celles que j'ai déjà eu à livrer jusqu'à présent, qui te permettront de réfléchir quand tu es confronté, quand tu es témoin d'une réalité. Mais avant cela, avant de te donner les clés, je me dois quand même de remercier celles et ceux parmi vous qui, dimanche dernier, ont pris part pour le vol direction la planète Logos et qui n'en sont toujours pas revenus, qui ont été chamboulés par tout ce que j'ai pu leur transmettre avec bienveillance et pédagogie. J'espère simplement que vous saurez en faire le meilleur usage. Pour celles et ceux qui ont raté la masterclass, sachez que la prochaine se tiendra le 15 mai, mais je tiens à vous préciser que c'est comme toujours, les places sont limitées. Donc inutile de venir à la fin et me dire oui, mais je me suis pris trop tard, s'il vous plaît, encore une place ou deux. Non, les places sont limitées par souci de pédagogie. Donc autant vous y prendre dès maintenant en vous inscrivant. Venons-en au sujet du jour, les clés méthodologiques pour réfléchir efficacement. Pour vous les transmettre, je vais m'appuyer sur un cas concret qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, l'affaire Achraf Hakimi. Hein, vous avez pu le constater, elle a transformé les réseaux sociaux, peut-être même la planète entière, en champ de bataille émotionnel. Avec d'un côté les masculinistes qui voyaient en lui un héros, le nouveau héros, et de l'autre les féministes qui voyaient en lui un énième bourreau du patriarcat nouvelle génération. Alors, première règle méthodologique, première règle. Pour paralyser l'émotion, tu dois convoquer le pourquoi. Face à une situation, plutôt que de directement juger, tu dis pourquoi. Pourquoi la personne a agi ainsi, pourquoi elle a affirmé telle chose. Pourquoi. En posant le pourquoi, tu bloques l'émotion. Donc, première chose, pourquoi. Ensuite, dans la foulée du pourquoi, et c'est l'élément central de la méthodologie, tu dois identifier le sujet. L'identifier. Il est moins évident qu'il n'y paraît. Comme l'ont prouvé les réactions autour de cette affaire Hakimi. Puisque Hakimi, comme tout sujet, est multiple. Nous avons tous multiples identités en nous. Nous sommes travailleurs, nous sommes membres d'une famille, nous sommes un individu particulier avec une taille, des spécificités esthétiques, etc. En l'occurrence ici, deux identités d'Hakimi cohabitent. On a d'un côté l'identité du mal alpha qu'il est, en tant que footballeur professionnel, beau gosse et jeune, donc en somme le mal alpha, et de l'autre en tant que mari. Or, l'affaire qui le concerne, qui est évidemment aujourd'hui on le sait un fake, était centrée sur son identité de mari. Et le fait de préciser dans ta réflexion que tu parles du mari Hakimi, te permet d'éviter les hors-sujets, de te tenir éloigné, ou même, si tu y es confronté dans le cadre d'un débat contradictoire, de les écarter. Puisque si quelqu'un vient te dire oui, mais il est prétendu, il est accusé de viol, ça n'a strictement rien à voir avec l'identité du mari. Ça a à voir avec l'identité du mal alpha, mais en aucun cas avec l'identité du mari. L'identité du mari, elle, concerne le divorce. Troisième élément, tu reformules. La reformulation, j'ai déjà eu à l'évoquer dans une précédente vidéo, la reformulation, c'est fondamental. Donc à la question, pourquoi un mari en vient-il à mettre son argent au nom de sa mère? Tu reformules, autrement dit, pourquoi un mari peut-il se montrer méfiant à l'égard de sa femme? Ou alors, pourquoi, sous un autre angle encore, une mère peut-elle accepter que son enfant mette son argent en son nom plutôt qu'au nom
de l'union du couple qu'il forme avec sa femme. Voilà deux reformulations qui, déjà d'elles-mêmes, t'offrent des pistes de réflexion intéressantes, en convoquant notamment l'actualité. Étant donné que, à la question « Pourquoi un mari peut-il se montrer méfiant à l'égard de sa femme ?», eh bien là, des exemples surgissent d'eux-mêmes. On penserait à Michael Jordan, à Jeff Bezos, pour ne citer que ces deux exemples, ou des hommes fortunés qui ont dû laisser la moitié de leur fortune à leur femme. Bon, maintenant tu as compris que la reformulation a son importance, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois achever en posant les hypothèses autour, cette fois-ci, du prolongement de la question. À savoir, en l'occurrence ici, la femme d'Hakimi était-elle là avant qu'il ne devienne riche et célèbre, ou après qu'il ait atteint ce statut? En sachant que, encore une fois, selon la réponse, eh bien, son acte ne prend pas la même signification, si elle était là avant ou après. Et pour finir, dernière question concernant la femme en elle-même, pendant qu'ils étaient mariés, s'est-elle donné corps et âme pour l'éducation des enfants en mettant de côté sa carrière personnelle et en favorisant le bien-être de son mari, en lui assurant une forme de stabilité psychologique, ce qui n'est pas négligeable? Ou alors, de l'autre, s'est-elle contentée d'être mariée à un millionnaire et de profiter de la vie de diva à laquelle ce dernier aurait pu lui permettre d'accéder, en laissant le soin à des nounous de s'occuper des enfants? Voilà des questions qui te permettent, de façon méthodologique, de réfléchir et d'éviter de sombrer dans le jugement. Donc, en résumé, la méthodologie, tu peux l'appliquer dans n'importe quel sujet. D'abord, pourquoi? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle autre chose? Ensuite, tu identifies bien le sujet. De quoi s'agit-il au juste? Chaque sujet renfermant plusieurs identités, donc il faut voir de quelle identité il s'agit. Et ça te permet d'éviter les hors-sujets. Troisième élément, tu reformules. Clé, tu reformules ta question. Et tu vas voir que se dégageront des pistes de réflexion. Et enfin, tu poses des hypothèses rattachées à cette question. Et à ce moment-là, une fois que tu as déroulé ces 4 éléments méthodologiques, tu vas t'apercevoir que ta réflexion, elle sera suffisamment solide et elle te permettra, toi, d'avoir une certaine perception, une certaine réflexion utile. Maintenant, si tu as d'autres éléments méthodologiques à nous fournir, n'hésite surtout pas. Tu connais le principe de la table ronde. Noblesse oblige.